extérieurs à l'étranger du Royaume de France, donc peut-être Avignon. Je sais que côté rive gauche, il y a beaucoup de villages qui disparaissent, par exemple. Il y a un phénomène d'exode vers Avignon. Mais j'en ai aucune idée pour la rive droite. Est-ce que vous aviez une idée du phénomène, si ça marche de la même chose que côté rive gauche? Peut-être du fait que la rive droite soit du Royaume de France, ça empêche un petit peu plus ces exodes, mais est-ce que ça a un vrai impact? Est-ce que ça impacte Domazan directement, les villages alentours? Oui, alors, bon, Domazan, on n'est pas très loin d'Avignon, et les frontières à l'époque, il n'y a pas de mur. Alors, il y a le Rhône, et il y a peu de ponts sur le Rhône, mais il y a le pont d'Avignon, il y a même un bac à Trailles, et des fois le Rhône est même traversable, on peut le traverser à pied l'été, et des gens ont pu le faire parce qu'il n'était pas canalisé comme il est par la CNR. Et donc, par exemple, à Sas, qui était sous la seigneurie, donc juste à côté, sous la seigneurie directe de l'évêque d'Avignon, le pape, je pense qu'on peut retrouver des cas de Sazins qui sont partis du village en temps de pénurie pour aller à Avignon, parce que on sait qu'Avignon a vraiment élargi ses murs et son aire d'attraction urbaine, et donc je pense que Sas, et par ricochet peut-être Domazan, mais pas forcément trop loin non plus. Les habitants ont pu y aller, mais sinon je ne saurais pas dire avec précision qui est parti pour aller où, pas non plus de traces. Je crois qu'il faut rajouter qu'il y a un petit phénomène d'immigration déjà à l'époque. Les Italiens qui étaient installés à Avignon, qui viennent s'installer à Domazan pour permettre un développement nouveau du village, c'est ça? On note parmi les habitants du village, dans les partenaires, pas mal d'Italiens. Ça va paraître surprenant, en fait, ça ne l'est pas. Oui, pour développer une sorte d'activité économique, et même, vu que c'est eux qui ont le plus de pouvoir économique, ils viennent s'installer. Alors, on a l'exemple à Villeneuve avec les cardinaux qui viennent habiter à Villeneuve, mais peut-être des Italiens moins importants que les cardinaux qui viennent à Domazan acheter une propriété parce que la terre est moins chère qu'à Villeneuve ou autour d'Avignon. Et donc, peut-être des gens qui gravitent autour de Domazan et qui viennent être propriétaires et cultiver et même faire un peu de commerce parce qu'on est sur la route proche de Beaucaire, etc. Donc, sur un axe commercial important à l'époque moderne. Et ils sont restés sur place, on a les Maminans actuellement. C'est très compliqué en fait de transposer les noms qu'on a des habitants de Domazan du XIVe siècle à maintenant, parce qu'il n'y a pas de continuité dans le relevé des habitants, par exemple, et on a commencé à faire des registres d'habitants, des registres paroissiaux, et à partir du XVIe siècle, 2 siècles après, c'était presque impossible de savoir. Également, c'était plus émancipant. Donc, à part les cas les plus faciles à retrouver, c'est quand il y a un noble, parce qu'il a un devoir de faire de la généalogie et donc de transmettre sa terre et de préciser de qui il la tient. Et là, c'est facile de retrouver où habitait un noble, etc. Mais quand ce n'est pas des nobles, pas des seigneurs, c'est très compliqué. Et moi, c'est pas une question, c'est une remarque. Je trouve que vous avez bien su articuler l'histoire générale du Moyen-Âge qu'on a plus ou moins oublié avec ce qui s'est passé à Domazan. Voilà, c'était assez éclairant. Ouais. Parce que j'ai essayé de c'est pas facile. articuler tout ça. Quel est le devenir de ces documents? On va le jeter, Sur eBay. Ils vont retourner aux archives départementales de Nîmes. C'est eux qui nous les ont prêtés. On les a transmis, ils les ont remis en état. On n'a pas l'équipement pour les stocker. En général, les documents assez anciens, je préfère les transmettre parce qu'ils ont des équipements, des salles, des teneurs en hygrométrie contrôlée, température contrôlée. C'est pour ça. Mais là, il y a un gros travail de restauration, même si ça se voit pas. Les gens qui les ont vendus avant, les
plat, ils ont retourné la place. Et désinfecté aussi, ils ont enlevé les champignons qu'il pouvait y avoir. On n'est pas mort. Et regardez, Vous avez des documents qui sont restés. Il n'y a plus à peste dessus. Il n'y a plus à peste. Non, C'était les seuls. En fait, nous, dans les archives, parce qu'on a cassé les archives au mandat précédent, on a fait une grosse opération d'archivage. Et on avait transmis les documents déjà aux archives départementales. Les plus anciens étaient du début du 19e siècle. C'est pour qu'on avait des plans des fontaines. À l'époque, prévues pour être construites à Domazan, ou les plans un peu plus tard du lavoir. Voilà, on a retrouvé des anciens documents. Mais on ne remontait pas à ces périodes-là. Donc il n'y a rien, il n'y a pas de document entre cette période. Non, après, voilà, on a le registre des délibérations de 1789, le premier registre, parce que celui qu'on a récupéré, c'est ça, avec dedans, réécrit à la main, la déclaration des droits de l'homme qui avait été votée à l'Assemblée à cette époque-là. C'est un document qui est aussi assez remarquable. oui, on a le cahier de gouvernance aussi, peut-être pas à Domazan, mais les archives départementales de 2000. C'est assez émouvant, d'ailleurs, je vois ça. De Domazan. Oui. Votre exposé est très intéressant, il montre apparemment que les gens ont une épouse extrêmement dure. Ce n'est pas forcément raisonné, parce qu'il y a des bénévoles de contestation. Est-ce qu'on a des témoignages de l'esprit du temps? Est-ce que les gens étaient heureux de l'exprimer? Ou à travers l'église, ou à travers des fêtes, ou des choses comme ça? On voit quand même qu'il n'y a pas que des difficultés à la vie, il y a aussi des bons instants, peut-être. Alors, des témoignages pour Domazan, non, mais c'est aussi l'idée que j'avais, c'était d'essayer de dire qu'on ne faisait pas que subir à l'époque les épidémies, les guerres, etc. Et il y a tout un tas de pratiques, la pratique du carnaval, du charivari par exemple, de pratiques, de nombreuses fêtes, on travaillait beaucoup, il y a beaucoup de jours fériés dans l'année. Donc de nombreuses fêtes, voilà, on a beaucoup de sources religieuses à ce sujet qui montrent que déjà il y avait un plus gros encadrement de l'Église sur la société. Et oui, il faut aussi avoir à l'idée que si la vie était trop difficile à Domazan, on n'aurait plus de communes pour en parler. Donc on ne serait pas là pour parler de Domazan, vu que tout le monde serait parti si c'était trop difficile d'habiter à Domazan. Donc oui, il faut aussi avoir un esprit critique et penser que la vie de tous les jours n'est pas forcément aussi difficile que ce que les parchemins nous donnent. Il y avait un enseignement qui était donné soit par le curé ou par. Il n'y avait absolument aucune école, ni religieuse, ni. Les formes d'enseignement religieux se développent plus tard à l'époque moderne, vers le XVIIe, XVIIIe siècle, et c'est des fois un curé qui vient enseigner ou une communauté qui recrute un enseignant pour faire de l'enseignement autour de la religion, mais apprendre. Et la vraie forme d'instruction primaire, ça essaie de se développer à la Révolution, mais en réalité, c'est à partir de 1850 qu'il y a les premières vraies formes d'instruction primaire. Donc personne n'était capable à l'époque de produire une étude sur le visage. Donc, il y avait quelqu'un qui maîtrisait l'écrit, on avait acheté le notaire royal, voilà, et c'est lui qui maîtrisait l'écrit, et également le curé parfois, mais à l'époque, peut-être même pas, à part ça dépendait de sa formation. Et voilà, la personne qui maîtrise l'écrit, c'est le notaire. En fait, à chaque fois, je ne vais pas mentionner dans la conférence, mais à chaque fois, le notaire signe dans les parchemins. Et il y a des historiens qui ont fait des études des notaires, comment ils étaient formés, etc. Donc, je dis, par exemple, à Montpellier. Vincent, j'ai un petit sourire quand même quand tu as dit que les femmes ne sont pas mentionnées. Alors ça rappelle vraiment la position inexistante
C'est dingue. Elle comptait pour rien. Et ouais, enfin, quand on calcule, je fais les habitants, ceux qui ne sont pas les femmes, alors que c'est. Alors qu'ils ont beaucoup moins d'importance que les autres, c'est dans ce chemin. Et ça nous a frappé directement quand on l'a vu. On produisait déjà du vin dans le village à l'époque ou c'était plus Nous, on produisait du vin, mais alors, on ne produisait pas comme aujourd'hui, c'était vraiment caractérisé par la chloriculture, enfin, on cultivait des fruits, et surtout tout ce que la terre donnait. Alors, dans le Languedoc, c'était un peu moins fertile, par exemple dans le Nord, il y avait vraiment une culture des fois qui était spécialisée, mais voilà, dans le Languedoc, c'était ce qu'on arrivait à faire pousser, et ce que les animaux arrivaient à manger, niveler, pas de vaches, surtout des moutons, des chèvres, et quelquefois des porcs, et pour la culture, voilà, quelques... Alors, il faut aussi des petits peu de froid, que maintenant, c'est aussi plus facile de cultiver quelques vignes, quelques arbres, etc. Et sinon, la pluviométrie qui est plus importante. Oui, généralement autour de l'époque médiévale, c'est ce qu'on appelle le petit âge glaciaire médiéval. Il faisait 45 degrés plus frais. Pour les cultures, ça change vraiment. Mais le sol était quand même fait de pierre, donc beaucoup moins le rendement que normalement. Vous avez parlé de votre histoire, est-ce que vous avez fourni des informations sur s'il y avait des habitants, des organisations Rochefort, Non, je ne suis pas allé chercher sur Rochefort, sur la communauté de Rochefort spécialement, mais il devait forcément y avoir une communauté, des ententes, et même c'est en généralité qu'il n'y a pas une monogamie spécifique au milieu, donc parce qu'on n'arrive pas tant de la année, sinon ça fait vite un cercle. Et donc les Domazanais, les Domazanaises se mariaient, qui vont de Rochefort, de Tessier, etc. Mais moi, je n'ai pas fait de recherche, je suis juste resté sur le pouvoir du Seigneur de Rochefort sur les Par contre, il y a souvent eu des procès entre Rochefort et Bonazan, et Sade et César, notamment au niveau du partage de la scène musicale. Ça qui a duré jusqu'au XIXe siècle. Je ne sais pas si c'est souvent un procès, je ne sais pas. D'un point de vue territorial, Mais oui, il y a toujours eu des conflits entre les communes. Pour terminer, simplement un petit mot, pour ceux que ça intéresse, la famille Chaudérac a sorti un petit livre que j'ai commis il n'y a pas longtemps là, sur l'histoire du château de Bonazan. Donc il est disponible chez Christian, c'est sa publicité, chez Christian Chaudérac. donc à la sortie, si vous voulez, il y a un exemplaire du livre qui retrace. C'est Claude qui l'a écrit et c'est édité par la mairie de Domazan. Donc vous pouvez en prendre un exemplaire. Ça relate le contenu de ces parchemins et derrière le contenu. Merci.